Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial consacré au PAG numérique, le programme d'action gouvernementale dédié à l'ambition numérique du gouvernement. Commençons volontiers justement par rappeler cette ambition. Faire du Bénin, ni plus ni moins, un champion africain de services numériques, avec à la clé la fourniture de l'Internet haut débit, que dis-je, très haut débit même. Faire du Bénin le berceau des développeurs d'applications, d'entreprises high-tech, faire de notre administration une administration 2.0, bref, l'ambition c'est de faire simplement du Bénin la Silicon Valley en Afrique et bien de la plateforme des services numériques de l'Afrique. Ça, c'est annoncé depuis 2 ans. Mais depuis 6 mois, le gouvernement a appelé aux commandes de cette ambition une experte en télécommunications. J'ai nommé Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Bienvenue à vous sur ce plateau, Madame. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons dérouler le bilan, le chemin parcouru pendant 2 ans pour atteindre le rêve numérique promis par le gouvernement de Patrice Talon aux Béninois. Et pour co-officier ce plateau, j'ai le plaisir de vous annoncer la présence active de James William Baguidi d'Eden TV. William, c'est un plaisir de faire cet exercice avec vous. Merci à vos audiences et merci à tous les téléspectateurs qui nous offrent leur confiance et qui nous suivent en ce moment. Merci Madame la Ministre d'accepter notre invitation. Madame la Ministre, merci de nous rappeler en fait la vision qui sous-tend cette ambition et les grands projets phares. Il me semble qu'il y en a 6 impartis à votre secteur qui doivent constituer la déclinaison pratique et concrète de cette ambition-là. D'abord, la vision, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci, Monsieur Sounouveau et Monsieur Baguidi de me recevoir ce soir. Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à toutes les Béninoises et à tous les Béninois qui nous suivent. Et vous avez raison, sur le secteur de l'économie numérique, dans le programme d'action du gouvernement, il y a en effet 6 projets phares. 6 projets phares qui découlent d'une vision. La vision est de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021. Et pour y parvenir, il y a un certain nombre de réformes qui ont été prévues dans le secteur de l'économie numérique et ces 6 projets phares également qui sont prévus. Le premier, c'est celui relatif à l'Internet haut et très haut débit. Le second, c'est celui relatif à la télévision numérique terrestre. Le troisième projet phare concerne la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Le 4e projet est relatif au développement de l'e-commerce. Le 5e aux contenus locaux. Et le 6e au volet Smart Gov, l'administration intelligente. Donc voilà les 6 projets qui sont déclinés aujourd'hui dans notre secteur et que activement, résolument, nous sommes engagés à mettre en œuvre dans notre pays. Merci Madame la Ministre. Pour mettre en œuvre de tels projets, il faut au minimum que le réseau Internet soit accessible à tous les citoyens. Et pour déployer ce réseau pour tous les citoyens, comme le dit le programme d'action du gouvernement, il faut que le maillage du territoire puisse être fait minimum jusqu'à 80%. Et pour le faire, c'est par le biais de la fibre optique que la décision a été prise de le faire. Où en sommes-nous 2 ans après l'accession au pouvoir du président Patrice Guillaume Athanase Talon dans le développement de la fibre optique sur le territoire national? Alors, pour le projet donc, relatif, puisque c'est celui dont vous parlez, relatif au haut et au très haut débit, l'ambition, effectivement, c'est d'atteindre un objectif de 80% de pénétration de l'Internet au Bénin à l'horizon 2021. Et vous avez raison. L'atteinte de cet objectif passe par le maillage en fibre optique. C'est le choix que nous avons fait, même si par ailleurs d'autres technologies vont aussi servir. C'est un mix de technologies. Mais s'agissant spécifiquement de la fibre optique, nous en sommes actuellement à la fin, disons, de la phase 1 de ce projet phare. Et cette phase 1 a consisté à rénover, à réhabiliter la dorsale nationale, donc le réseau backbone,
Ça fait donc à peu près 2000 km de fibres que nous avons réhabilitées pour que la fibre puisse justement être dans les communes. Aujourd'hui, on en est à 67 communes. Et nous avons également, en plus de la rénovation de ces exactement 1983 km de fibres, nous avons des réseaux d'accès en fibre optique et des boucles métropolitaines en fibre optique. Nous sommes autour de 300 km de fibres supplémentaires qui ont été déployées pour que la fibre puisse aller au plus près justement des utilisateurs, les entreprises et les particuliers. Suite à cette première phase, il y aura une deuxième phase qui va venir densifier ce réseau existant sur certaines villes où la demande est plus forte, justement, et aussi permettre de raccorder certains sites de la TNT notamment, et enfin de pouvoir compléter l'ensemble des antennes 4G LTE que nous avons déjà mises en place, puisque aujourd'hui nous sommes passés dans la phase 1 de 79 sites LTE, donc qui permettent la fourniture d'accès à Internet à 109 sites. Donc, et cette phase va venir encore renforcer le nombre de sites LTE. Enfin, il y a une troisième phase qui va venir, qui va permettre de raccorder les communes restantes et par la même occasion de créer une boucle de sécurisation pour éviter que nous ayons à subir ce que nous avons subi il y a quelques années, quelques temps, de façon périodique, je vais dire. C'est que la coupure du câble à un certain endroit du pays entraîne une indisponibilité en fait du réseau. Donc nous allons créer également des boucles de sécurisation au niveau du réseau. Donc cette troisième phase va prévoir une boucle qui ira de Cotonou jusqu'à Djougou pour créer une boucle de sécurisation sur le réseau. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau du projet phare qui concerne le haut et le très haut débit. Vous avez parlé, madame, pour ce qui concerne la fibre des boucles optique métropolitaines. Qu'est-ce que c'est que cela pour les citoyens qui ne comprennent pas encore trop bien le langage du numérique? Vous avez raison de demander cela. Alors, la fibre optique peut être assimilée à une route, à la construction des routes. Et d'ailleurs, le développement de la fibre suit souvent le développement aussi du réseau routier, puisque nous profitons de ces travaux de génie civil pour enterrer des fourreaux pour plus tard tirer la fibre. Vous avez des routes, des grandes routes, des routes inter-États, et ensuite vous allez raccorder à la route inter-État des routes nationales, départementales. Une fois que vous avez ces routes, il y a des routes, disons, à des échelles plus petites, telles que les communes, les quartiers, jusqu'à ce que la route vous amène au lieu de votre habitation, par exemple. Le réseau à fibre optique suit un peu le même principe. La dorsale nationale, le backbone dont j'ai parlé, permet d'amener la fibre dans les villes, en fait. Une fois qu'on arrive dans une ville, il y a besoin de créer des points de présence. Donc, on va créer un réseau d'accès qui va permettre donc de pouvoir faire le raccordement à ces points de présence. Et ensuite, selon les utilisations, on va créer donc des réseaux de raccordement aux utilisateurs, qui sont les boucles, en fait. Différents types de technologies peuvent être utilisées. Mais dans le cas de certaines villes, compte tenu encore une fois des besoins, donc notamment en débit et en disponibilité, on choisit de créer des boucles en fibre optique, donc des boucles qui sont dans ces métropoles, comme la ville de Cotonou, Dabo-Mekalavi, Porto Novo, Parakou, pour en citer quelques-unes. Le but du jeu, c'est de rapprocher non seulement le citoyen au dernier kilomètre, mais surtout de fournir cette infrastructure, la fibre optique, aux entreprises du secteur, les fournisseurs d'accès Internet et autres entreprises qui voudraient justement offrir des services numériques aux citoyens, développer donc l'économie numérique, raccorder les administrations également, les universités, les centres d'enseignement dans toutes les communes.
Et pour cela, apparemment, vous avez procédé à une réorganisation institutionnelle. On a entendu parler de la création d'un certain nombre d'agences. J'ai en mémoire comme ça l'Agence de développement du numérique. Il y a également l'Agence des services, c'est bien ça, l'ACI. Des systèmes, des services et systèmes d'information. Et puis l'Agence l'ABSUCEP, qui, bon, un acronyme un peu barbare, mais qui quand même a un contenu très intéressant pour le citoyen lambda. C'est en fait, c'est pour mettre fin à la fracture numérique, me semble-t-il, développer l'accès universel. Alors, oui. Point par point, dites-nous, commençons par l'ACI. Pourquoi avoir créé l'ACI et à quoi devrait servir l'ACI dans le déploiement de toute cette infrastructure, l'ADN et puis l'ABSUCEP? Alors, le cadre institutionnel dont vous parlez, il est important en effet qu'il soit compris. L'Agence de développement du numérique et l'Agence des services et systèmes d'information sont les deux agences qui sont en charge de la mise en œuvre et qui ont la responsabilité de l'exécution des 6 projets phares. Et l'exécution de ces projets phares, la réalisation de ces projets phares se fait bien évidemment sous la supervision du ministère de l'économie numérique et de la communication. L'Agence de développement du numérique s'occupe des projets relatifs aux infrastructures numériques, aux usages numériques et, disons, à tout ce qui concerne la stratégie numérique. L'Agence des services et systèmes d'information s'occupe principalement de la mise en œuvre du projet phare relatif au Smart Gov, à l'administration intelligente, et intervient aussi sur toutes les questions qui concernent la dématérialisation des services publics liés à la fourniture des services numériques, mais également à la mise en place d'autres services qui se retrouvent dans ce qu'on appelle le schéma directeur national des systèmes d'information, qui regroupe l'ensemble des services numériques innovants qu'il faut mettre à disposition et aussi les socles, les bases qu'il va falloir fixer pour que justement cette dématérialisation se fasse dans de bonnes conditions. Donc ces deux agences sont complémentaires, elles travaillent en synergie, bien sûr avec la supervision, l'appui et la conduite de la politique qui est menée par le ministère. Donc c'est un cadre institutionnel qui est propice à l'accélération que nous voulons donner à ce secteur. Je rappelle que le secteur de l'économie numérique est l'un des 4 secteurs phares qui ont été identifiés comme étant les secteurs prioritaires pour la relance économique dans notre pays. Accélérateur de croissance. Accélérateur de croissance, vecteur de développement, catalyseur de dynamique et de modernisation. Donc nous avons besoin justement qu'il y ait des entités qui accélèrent la mise en œuvre de ces projets. Nous avons besoin d'un ministère aussi qui porte la politique et permette au cadre, notamment au cadre législatif et réglementaire, de se mettre en place. Depuis 6 mois, on connaît le nouveau visage qui pilote ce ministère, c'est vous. Si vous permettez, on va donc mettre un visage sur les différentes agences qu'on vient de citer, notamment l'ACI et puis l'ADN. On va d'abord suivre l'ADN, la présentation des services opérationnels de l'ADN, l'Agence de développement du numérique, dirigée par M. Serge Adiovi. L'Agence pour le développement du numérique, c'est une des agences présidentielles du secteur du numérique, dont le rôle est de l'exécution des projets qui permettent la mise en place d'une infrastructure télécommunication. Vous savez que les télécommunications, c'est-à-dire les tuyaux qui vont porter les informations, c'est une condition nécessaire du développement du numérique. Et le deuxième volet, le deuxième rôle, la deuxième mission de l'agence, c'est le développement du numérique. Et le développement du numérique, ça s'entend comme quels sont les paramètres qui permettent aux services numériques de se développer rapidement. Et là, on parle de l'écosystème, on parle du cadre législatif et réglementaire, on parle des conditions d'adoption rapide des services qui pourraient être mis en place. Il y a 6 projets phares du numérique et l'agence pour le développement du numérique s'est occupée principalement des infrastructures de télécommunications. Donc nous avons gérer le projet de ce qu'on appelle de PDI2T, qui est un projet qui permet de
finalement mettre de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Ce projet qui a été commencé donc dès 2016 va être complété, terminé en milieu d'année 2018 et va permettre d'avoir de la fibre optique, donc du haut débit et du très haut débit déployés sur certaines parties du territoire et permettre à des entités comme BTI de baisser ses prix parce que donc l'offre est là, l'offre est intéressante, il y a beaucoup d'offres au débit et de baisser ses prix vers les autres opérateurs. Donc vous voyez que si Benin Telecom Infrastructure a la capacité de baisser ses prix, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui lui permettent de le faire, eh bien les autres opérateurs, ça peut être BTS, mais ça peut être les opérateurs mobiles, ça peut être les fournisseurs d'accès Internet, vont pouvoir à leur tour baisser leurs prix et à ce moment-là, le développement de la fibre optique dans le pays devient visible, devient palpable pour l'utilisateur que nous sommes tous, pour les entreprises, parce que les prix vont baisser. Non seulement les prix, mais aussi la qualité de service. Et donc ce projet que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de terminer, nous terminerons donc en milieu de cette année, comme j'ai dit. Nous allons compléter ce projet dans les 2 années qui viennent par d'autres projets, parce qu'il est important d'avoir l'ensemble des 77 communes du pays qui soient raccordées en fibre optique. Ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons mis en place les conditions légales et réglementaires du secteur du numérique. Donc ça, c'est un travail qui a été fait et qui va trouver son aboutissement dans la promulgation du code. Il faut mentionner aussi la TNT, la télévision numérique terrestre. La télévision numérique terrestre a l'ambition de donner à chaque Béninois la possibilité de regarder une télévision de qualité avec des coûts qui sont abordables et qui sont, j'allais dire, à la portée de tout le monde. On met en place un réseau terrestre qui permet à une information de haute qualité, par exemple des chaînes à haute définition, de transiter et d'être reçue à l'autre bout du pays. Donc ça, c'est un autre exemple de réalisation qui a commencé avant même 2016, mais qui s'est accéléré entre 2016 et maintenant. Ce projet d'infrastructure se terminera en milieu 2018 et enfin, au moins, une partie de la population pourra voir la télévision de manière numérique et avec une excellente qualité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va voir le jour très prochainement pour l'ensemble des Béninois. Alors, Madame Anis, Monsieur Adjovi, directeur de l'ADN, indique que les effets attendus, c'est surtout une offre de services de qualité, vous l'avez annoncé, le haut débit, le très haut débit, mais surtout une compétitivité de l'offre en termes de coûts. De l'accès. C'est une bonne nouvelle pour les fournisseurs d'accès Internet et tous ceux, les gros utilisateurs qui doivent après développer des applications. Vous êtes très attendu sur le sujet en fait. Oui, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, hein, parce que à la base, nous sommes tous des utilisateurs de ces services. Effectivement, le fait de pouvoir mettre en place une telle infrastructure fait que cette nouvelle technologie donc, fera et fait déjà, puisque les coûts avaient baissé, cette nouvelle technologie fait que Benin Telecom va pouvoir proposer donc, des services de location de capacité à des coûts plus faibles que les coûts qui sont appliqués. Il y a un nouveau catalogue des prix qui a été lancé, d'ailleurs, il y a quelques mois de cela. Et comme l'expliquait M. Adjovi, justement, cette baisse des coûts va se répercuter, in fine, sur le coût qui est fait au niveau des consommateurs finaux, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Les opérateurs mobiles vont pouvoir louer ces capacités, les fournisseurs d'accès à Internet vont pouvoir louer ces capacités, utiliser ce réseau justement pour pouvoir fournir des services innovants, des services de qualité et des services abordables. Et c'est tout l'intérêt en fait pour l'État d'investir dans ce type de réseau. Cet investissement, quel en est
l'objectif et comment le gouvernement pense compenser ces investissements-là? Alors, comme je le disais tantôt, effectivement, le secteur des télécommunications est un secteur, comme on dit, capital intensif par définition. Il faut des investissements d'un certain niveau. Et c'est pour ça que pour certains types d'investissements, il n'y a que l'État qui peut, disons, injecter autant de fonds parce que cela permet en fait de remplir des objectifs au niveau de la politique sectorielle. Quand on fait l'état des lieux de notre secteur, il est assez préoccupant de se rendre compte que, en termes de pénétration Internet, ce n'est pas très reluisant. Nous sommes autour de 40% aujourd'hui en termes de pénétration Internet, quand d'autres pays sont autour de 60-70%. Nous avons, et il faut d'ailleurs noter que les 40% viennent à majorité de l'Internet mobile. Alors qu'il y a des applications, des types d'applications, des types d'activités qui requièrent aussi qu'on ait une bonne qualité et une bonne pénétration de l'Internet fixe. Donc, à ce niveau, on est clair, certain qu'il y a des investissements que l'État doit consentir. Et le réseau de fibre optique en fait partie. Donc, la rentabilité de l'investissement vient aussi avec les effets non seulement directs que cette fibre va créer, mais aussi les effets indirects. Et c'est pour ça que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait le choix certainement de passer d'un ministère des technologies de l'information et de la communication à un ministère de l'économie numérique. Parce qu'il y a une vraie économie à créer autour du numérique, justement, qui touche l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, pour n'en citer que quelques-uns. Donc la rentabilité de l'investissement se fera avec ses effets directs, indirects. Vous savez que Bénin Télécom Infrastructure est une société publique, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que la restructuration ait lieu. Et justement, dans la suite de ce que va devenir la nouvelle société, le nouveau BTI, il y aura également des aspects liés au modèle économique pour rentabiliser cet investissement. Mais la question était surtout de savoir si le consommateur final ne sera pas amené à payer par le coût élevé de la connexion Internet ou plus ou moins élevé, à payer ces investissements. Si tel est le cas, Bénin Télécom n'aurait pas revu son catalogue de prix pour la location de capacité à la baisse il y a quelques mois. Cela dénote bien que l'investissement qui est fait n'est pas payé par le consommateur. Et c'est ce que je viens d'expliquer en faisant part de ces effets directs et indirects. Le réseau est mis à disposition de Bénin Télécom Infrastructure dans le cadre de l'exploitation de ce réseau justement. Et lorsque la restructuration sera à terme et qu'on sera une gestion de type privé, l'opérateur, le nouvel opérateur qui va gérer donc ces actifs de la société de patrimoine qui sera créé, avec cet opérateur, un modèle économique sera mis en place. Mais encore une fois, au lieu que cet effet soit l'effet de hausse que vous êtes en train d'expliquer, ça sera plutôt un effet à la baisse parce que la disponibilité de la technologie permet en fait de pouvoir baisser. Et aussi, il y a un phénomène d'économie d'échelle. Lorsque l'infrastructure est de qualité, les opérateurs qui en ont besoin, les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs mobiles qui en ont besoin vont recourir à ces capacités et de facto permettront justement de pouvoir avoir des coûts moindres parce qu'il y aura beaucoup plus de clients en fait. Alors si ces efforts, ces effets attendus baissent des coûts, des prestations, des services numériques, forcément on l'applaudit. Personne ne peut se fâcher contre un accès simple en termes de tarifs à ces services numériques. Mais on appréciera davantage l'effort du gouvernement en mettant ça en parallèle, en comparaison avec les tarifs qui sont pratiqués dans la communauté. Est-ce que le Bénin est le meilleur élève en la matière? Puisque votre ambition, c'est de faire du Bénin, je rappelle, la plateforme des services numériques
en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des tarifs les plus avantageux ou pas? Alors aujourd'hui, Bénin Télécom Infrastructure fournit des capacités à des pays de la sous-région, comme le Togo, comme le Burkina Faso, les pays de l'Interland également. Par rapport au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, par exemple? Par rapport au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, je dirais qu'au niveau de la fourniture des capacités, l'équivalence peut se faire dans l'accès que nous voyons aussi, dans la qualité de l'accès à ces services-là et aux infrastructures. Nous sommes actuellement en train de rénover comme je l'ai dit, de finir d'être à la fin de la rénovation du backbone et de créer des réseaux complémentaires. Une fois que tout ce dispositif sera en place, et les pays sont à des vitesses différentes, hein, il faut prendre cela en compte également. Une fois que ce réseau sera un réseau complet, entier, avec toute la dimension relative aux vitesses, au débit que nous voulons, nous serons à même de compétir, je vais dire, en termes de qualité et de coût avec des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, toujours pour évaluer, je veux dire, le niveau d'effort consenti par le gouvernement, par cet effet attendu sur les tarifs, je veux savoir si le gouvernement béninois pense à des tarifs, à une politique tarifaire, j'allais dire préférentielle à l'endroit des services sociaux, des grosses utilisations sociaux, notamment l'éducation, dans le domaine de l'éducation. Dans certains pays, ce sont des tarifs subventionnés. Dans des très grands pays comme les États-Unis, les tarifs qui sont pratiqués pour le même service, pour des opérateurs des entreprises, sont fractionnés en 3 ou 4, par exemple pour des universités, pour des écoles et même des centres de santé publics. Est-ce qu'il y a une réflexion, une démarche dans ce sens? Ah oui, très certainement. Et je dirais même qu'il y a plus que ça. Vous êtes en train d'évoquer un des projets phares du programme d'action du gouvernement qui est la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation, qui comprend plusieurs volets, dont le volet relatif à l'interconnexion des centres de recherche, des universités, des collèges, des lycées, etc. Et lorsque cette interconnexion va être faite, il faudra justement, ou en parallèle, pour accompagner justement ce projet, il faudra des politiques publiques qui vont non seulement faciliter l'accès pour les étudiants, pour les élèves à ces infrastructures, pour qu'ils puissent les utiliser, avoir accès à des cours en ligne, des plus grandes universités du monde. Donc, il va falloir les politiques publiques. Et ces politiques publiques vont au-delà de la réglementation. Donc, ce sont des actions que l'État, le gouvernement va prendre pour accompagner justement. Et ce que vous venez de citer, de mentionner, fait partie des possibilités justement qui peuvent être mises en place pour accompagner cela, pour accompagner cette généralisation de l'usage du numérique. William, dans les projets phares, il y a un projet qui attire beaucoup l'attention. On se demande véritablement si vous allez réussir le pari. C'est de transformer complètement notre administration en une administration intelligente. Comment est-ce que vous comptez y parvenir? Alors, vous l'avez bien dit, le Smart Gouv est un défi. Et par définition, un défi, on le relève. Et nous sommes en train de le relever et nous allons le relever et nous avançons à grands pas. Où en est-on déjà? Vous avez certainement entendu parler d'un certain nombre d'applications et de plateformes qui ont été lancées ces derniers temps. Tout à fait, au ministère de la fonction publique, voilà, au ministère de l'économie et des finances. Oui, voilà. Donc, au ministère de la fonction publique, la gestion des carrières des agents de l'État, la plateforme de gestion, donc au ministère de l'économie et des finances, le fait de pouvoir déclarer ses impôts en ligne, le fait de pouvoir regarder ses fiches de paie en ligne. Donc, ce sont autant justement de sous-projets, de volets de ce projet Smart Gouv. Nous avons chose très importante lorsqu'on veut mettre en place un projet Smart Gouv de cette envergure, de l'envergure de celui que nous avons pour le Bénin. Nous avons mis en place
un schéma directeur national des systèmes d'information. C'est comme un catalogue de l'ensemble des services, des sous-projets, des volets qui seront abordés dans le cadre de ce Smart Gouv. Et c'est à différentes couches. On ne développe pas une plateforme au hasard. Il faut des socles. Il faut fixer, par exemple, le référentiel des personnes physiques. Lorsqu'on désigne, lorsqu'on veut représenter une personne physique dans une base de données aujourd'hui au Bénin, quelles sont les informations clés qu'il faut avoir? Le référentiel des personnes morales des sociétés, le référentiel géographique. Comment est-ce que les bases de données qui seront mises en place au niveau de tous les ministères vont pouvoir interopérer, donc se parler pour les Béninois qui nous suivent, se parler entre elles, ces bases de données. Donc tous ces éléments, en fait, sont des éléments à mettre en place. C'est comme quand on construit une maison, et j'ai beaucoup aimé cette représentation que le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a fait lors de son discours sur l'état de la nation. Il a dit, on fait les fondations qui ne sont pas visibles forcément. Et quand on fait les fondations, bien évidemment, ceux qui regardent se disent, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là? Jusqu'à ce que les premières briques commencent à sortir. Le Smart Gouv, c'est un peu ça. Il y a des socles à mettre en place. Et une fois que ces bases sont en place, toutes les autres applications, toutes les plateformes peuvent éclore et éclore de façon sécurisée avec les meilleures pratiques. Vous avez souhaité qu'on entende à l'opérationnel dans la mise en œuvre du smart gouvernement et de l'e-commerce. Le patron, celui qui a reçu mandat de diriger l'agence en charge des services et des systèmes d'information, notamment M. Maximilien Poudiedo. À l'opérationnel, il va nous expliquer comment tout ceci va se mettre en œuvre. L'agence des services et systèmes d'information, encore appelée ASSI, est une agence du secteur du numérique qui est placée sous la tutelle de la présidence de la République. C'est une agence qui a pour objet d'assurer la mise en œuvre opérationnelle des programmes et des projets qui entrent dans le cadre des stratégies de développement donc des services et des systèmes d'information au Bénin. En termes de bilan, on peut dire que nous avons, en quelques mois, nous avons jeté les bases des stratégies pour les prochaines 5, 10, 20 années et peut-être plus. Nous avons commencé à faire des choses qui n'avaient pas été faites depuis les 60 ans d'indépendance du Bénin. Nos actions se sont donc basées d'abord sur la mise en place des infrastructures qui permettront de pouvoir offrir aux citoyens lambda, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire béninois. Donc, ces actions doivent contribuer à mettre en place les infrastructures qui permettront de pouvoir offrir ces services. Ces services, en général, sont là pour faciliter la vie du citoyen, faciliter le travail des entreprises. Donc, si on donne quelques exemples de façon générale, nous avons commencé à interconnecter les administrations, les structures administratives donc, du Bénin. Nous avons interconnecté par un réseau en fibre optique et avec d'autres éléments, les ministères, les structures décentralisées donc, du ministère. Nous avons pu mettre en place des infrastructures qui nous permettent donc d'accéder à Internet. Nous avons commencé à mettre en place certains services destinés à la population. Nous avons assisté, parce que ça tombe dans le rôle que nous jouons, assister les ministères, par exemple le ministère du Travail, par exemple, pour pouvoir offrir des services aux travailleurs, pouvoir permettre aux travailleurs, par exemple, de consulter leurs fiches de paie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé, dans la mise en place, par exemple, des hôpitaux de référence, donc de Calavi, la revue des plateaux techniques donc de l'hôpital, donc du CNHU, de l'OMEL, par exemple. Nous avons
déjà implémentés, où nous sommes à 90% ou presque 100%, de la dématérialisation donc, des processus donc, du Conseil des ministres, donc ce que nous avons appelé e-conseil. Nous avons presque terminé, nous sommes en phase donc, de test avant le lancement de processus de dématérialisation de l'octroi des visas. Nous avons commencé la construction d'un centre de données, qu'on appelle en anglais un data center, qui va servir à héberger toutes les données. Parce que je disais tantôt qu'une de nos prérogatives, c'est d'offrir des moyens de sécurisation des données, des informations de tout le Bénin. Donc nous allons le faire à travers un premier data center national qui est en cours de construction, qui permettra d'offrir une place sécurisée pour héberger toutes les données qui seront générées au niveau des ministères, au niveau des organismes d'intérêt vital. Cela nous permettra de passer d'un statut de consommateur de services numériques à un statut de fournisseur de services numériques. Nous avons l'intention de dématérialiser toutes les procédures donc, de l'administration, permettre par exemple des choses aussi simples que la gestion électronique des données, des documents que nous avons commencé à mettre en place, permettre par exemple à un pensionnaire qui se trouve dans un village reculé de pouvoir accéder à sa pension, de pouvoir toucher sa pension, de pouvoir envoyer des documents concernant sa pension ou d'autres problèmes sans être obligé de voyager, de prendre la route. Et tout ça, c'est grâce aux projets que nous implémentons au niveau du PAG et c'est grâce aux stratégies que nous mettons en place. Voilà, James, nous plein d'annonces à la faveur de cette agence, l'agence des services et des systèmes d'information, mais il me semble que vous avez une préoccupation particulière liée à la question de la sécurisation des données. Absolument. Justement, Madame la Ministre, vous l'avez entendu, il y a énormément de données qui seront désormais numérisées. Je pense même que si on aboutit à la réalisation des ambitions du gouvernement, il n'y aurait plus que des données numérisées, mais la question se pose aujourd'hui de savoir si ces données numérisées seraient en sécurité, quand nous savons qu'il y a une quantité de hackers qui sont présents sur Internet et qui sont capables, par leurs moyens, de saisir même les données. On a vu du secrétariat de la Défense américain, on a vu le TV5 Monde il y a quelques mois être hacké, on a vu des virus s'introduire dans tous les systèmes dans le monde entier. Est-ce que le Bénin est aujourd'hui en mesure de garantir la sécurité des données personnelles de ses citoyens une fois que la numérisation sera achevée ou bien même pendant que la numérisation est en cours? Oui, tout à fait. La question de la sécurité, de la cybersécurité, donc la sécurité dans l'espace virtuel, dans le cyberespace, est cruciale parce que c'est de là que vient toute la confiance numérique et donc les usages numériques. La question de la cybercriminalité en tant qu'infraction, l'ensemble des infractions qui sont commises via les réseaux informatiques, surtout les réseaux connectés à Internet, a été, je pense, c'est le premier point qu'il faut rappeler, traité de façon complète sur le plan législatif dans le Code du numérique. Il y a bien sûr des textes d'application qui vont venir, mais déjà le Code a prévu les dispositions pour lutter contre la cybercriminalité. Le second aspect de la cybersécurité, c'est son opérationnalisation. Il faut l'opérationnaliser. Et quand on regarde le dispositif, je l'ai rappelé tantôt avec le code, après, il y a un cadre institutionnel, donc il y a des entités qui interviennent. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice également. Donc dans l'opérationnalisation, il ne s'agit pas d'un élément qui sera géré uniquement par le ministère de l'économie numérique. Il y a tout un cadre, un certain nombre d'entités qui doivent intervenir dans cette lutte contre la cybercriminalité et dans l'avènement de la cybersécurité. L'autre aspect également, c'est
une question de sensibilisation et de formation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nos enfants vont à l'école, on leur apprend, et même à la maison, hein, on leur apprend comment on traverse une route, n'est-ce pas? On leur apprend qu'il faut marcher plutôt à gauche sur le trottoir. On leur apprend comment il faut se méfier des individus qui vous donnent des bonbons dans la rue. On leur apprend toutes ces choses dans la vie réelle, dans la vie physique, dans l'espace physique. On doit faire de même dans le cyberespace. Il y a un volet très important qui concerne la formation. Il faut apprendre aux utilisateurs qui entrent dans le cyberespace quelles sont les règles du jeu de ce cyberespace. La lutte contre la cybercriminalité n'est pas qu'une question de loi, n'est pas qu'une question d'intervention, disons, policière. C'est aussi une question, je vais dire, d'éducation et de formation. Vous, chaque Béninois, chaque Béninoise, en tant qu'utilisateur de l'Internet, doit savoir les choses à faire, comme on dit, les do and don'ts, les choses à faire et les choses à ne pas faire quand on entre dans le cyberespace. Ça fait aussi partie des volets qu'il faut aborder au niveau de la cybersécurité. Alors, pour en venir, et j'ai bien compris où vous vouliez en venir avec votre question, c'est quels sont les systèmes que nous avons en place pour protéger nos données. Nous avons un projet de mise en place d'une infrastructure, d'un système qui va générer des certificats électroniques qui vont protéger les documents que nous émettons, qui vont protéger les transactions électroniques que nous faisons en ligne. C'est le projet PKI, qu'on définit en anglais Public Key Infrastructure, l'infrastructure à clé publique. Donc ça veut dire que de la même façon que quand vous allez demander un document officiel, on vous remet le document et vous savez que c'est un document qui est authentique. Le système informatique, via ce système, va pouvoir authentifier également votre document en lui assignant un certificat unique qui est inviolable. Il y a la question du data center également qu'on a écouté tout à l'heure. Le data center qui est en fait un site sur lequel on regroupe l'ensemble des infrastructures, l'ensemble des équipements qui concourent donc au système d'information d'une entreprise ou d'un État, dans notre cas du Bénin, a également un parcours de sécurité. Avant de pouvoir entrer dans ce data center, il y a un certain nombre d'habilitations, justement, ne serait-ce même que pour accéder physiquement à tous ces espaces de stockage, à ces centres de traitement de données. Donc ça également, c'est un volet de sécurité. Et j'ai parlé donc de système d'infrastructure à clé publique. Et il y a aussi des questions de signature électronique qui sont prévues également pour être mises en place pour que, de la même façon que quand vous signez un document à la main, on peut attester que c'est bien votre signature et que c'est bien vous qui l'avez signé. Dans le monde, dans le cyberespace également, il y a de la signature, il y a des systèmes de signature électronique pour attester de ce qu'un document signé, par exemple par le préfet, c'est bien le préfet qui l'a signé. Donc oui, nous avons des systèmes qui prennent en compte ces dimensions sécuritaires et nous allons continuer à les étoffer. Alors vous avez reconstruit une architecture institutionnelle que vous avez considérée comme stratégique pour être beaucoup plus efficace pour atteindre les objectifs, les ambitions, en créant les agences, les deux agences dont on vient d'entendre à l'opérationnel, la mise en œuvre des actions. Vous avez commencé également par opérer des réformes pour assainir le secteur, pour définir le rôle des différents acteurs de l'écosystème, tant au niveau public qu'au niveau privé. Au niveau public, que va devenir Libercom, l'opérateur GSM qui a réalisé le tour de force quand même de produire de la compte performance dans un domaine où pratiquement tous les privés réussissent? Alors, je pense qu'il est important qu'on puisse dire un peu d'où on vient et pourquoi on est allé vers la restructuration de façon brève.
Lorsqu'on prend un secteur aussi important que le secteur des télécommunications, lorsqu'on prend les chiffres d'affaires qui reflètent en fait la performance des entreprises qui œuvrent dans ce secteur, la situation de nos opérateurs publics n'est pas très reluisante. Si l'on regarde en termes de chiffre d'affaires, on est pour l'année 2015, les trois sociétés, Bénin Télécom Infrastructure, Bénin Télécom Services et Libercom confondus, on est autour de 35 milliards. Dans un pays, par exemple, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, un opérateur comme Sonatel ou Orange, qui intègre un peu les trois dimensions que j'ai citées, donc le volet mobile, fourniture d'accès à Internet et infrastructure, est autour de 400 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il y a effectivement une difficulté à comprendre cette contre-performance. Et il y a aussi à se demander d'où cette contre-performance vient. Et l'un des facteurs, bien évidemment, dans un secteur qui est soumis à la libre concurrence, comme l'est le secteur des télécommunications pour les volets qui nous intéressent, c'est en fait difficile pour une entreprise qui a une gestion de type public de faire face à la concurrence de sociétés privées. Il faut comprendre que ces sociétés ont la possibilité de prendre des décisions sur le réseau, de changer un équipement. Parce que finalement, ce qui intéresse le consommateur, c'est la qualité du service que vous lui donnez. Et bien sûr, le coût aussi, mais aussi la qualité. Et donc, quand dans une gestion de type privé, vos prises de décision, votre structure de décision, justement, n'est pas agile, parce que la gestion est de type public, quand vous n'avez pas, justement, la réactivité qu'il faut pour compétir, ça peut très certainement conduire à des contre-performances. D'avoir de la réactivité. L'État n'a pas vocation à être dans l'opérationnel. Un État n'a pas vocation à être dans l'opérationnel. Il est mauvais businessman. Cette restructuration que nous sommes en train de conduire, elle est nécessaire et elle consiste à faire quoi? Elle consiste alors les décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres de juillet 2017, c'est que Bénin Télécom Infrastructure, donc les actifs sains de Bénin Télécom Infrastructure vont être repris pour faire partie d'une société de patrimoine public. Qui sera confié, donc cet actif sera confié en gestion de type privé, justement par une société privée. Pour ce qui est de Bénin Télécom Services, la gestion sera également une gestion de type privé. Et en ce qui concerne Libercom, il y aura purement et simplement une dissolution. Déjà rapidement, quels sont les actifs qui composeront le patrimoine de BTI et puis ce qui va rester dans le patrimoine de Bénin Télécom Services? Alors, Bénin Télécom Services, déjà je dois dire que la restructuration est en cours. Il y a différents volets qui sont en train d'être considérés, examinés par les structures qui nous accompagnent, les sociétés qui nous accompagnent dans aussi bien l'inventaire que le traitement du volet social et que aussi l'accompagnement pour la mise en place justement des nouvelles structures. Donc ces différents volets seront abordés, seront traités, examinés, considérés et les conclusions qui en ressortent dans la ligne de la stratégie et de la politique du gouvernement seront en temps opportun portées à la connaissance du public. Dans l'état actuel des choses, en fait, des réflexions qui se mènent, des études, vous ne savez pas s'il y aura des plans sociaux désastreux, dramatiques, beaucoup de licenciements. Il y a des inquiétudes dans les rangs des travailleurs. Vous savez, une entreprise qui est en contre-performance crée également des difficultés dans la prise en charge de ses employés. Les charges d'une entreprise doivent être absorbées par les revenus.
Voilà. Donc l'objectif de l'État ici, c'est vraiment d'arriver à asseoir un mode de fonctionnement. Donc je viens d'expliquer les questions de société de patrimoine et de gestion de type privé. Un mode de fonctionnement qui permette à ces structures de pouvoir compétir chacun dans leur secteur, les nouvelles structures qui seront créées, fournir des services de qualité et en même temps permettre à l'État aussi de pouvoir générer des revenus puisque l'État possède le patrimoine, donc les actifs de ces sociétés. Et comme je l'ai dit, en temps opportun, lorsque le travail sera terminé, finalisé, les informations parviendront de façon officielle. Les réformes concernent également certains opérateurs privés. On a vu Bell Benin Communication disparaître, Globacom, Globmobile Benin, s'en aller aussi. Qu'en est-il? Pourquoi en est-on arrivé là? Alors, nous avons parlé tout à l'heure du projet phare qui concerne le haut et le très haut débit. Et vous avez justement relevé le fait que les investissements qui ont été consentis par l'État sont des investissements d'un certain niveau, très lourds. Quand un État investit et prend à cœur justement de booster le secteur de l'économie numérique, on l'a vu, le secteur de l'économie numérique est l'un des 4 secteurs phares. Nous avons besoin, à la suite de ces signaux clairs que nous donnons de la politique que nous voulons pour le secteur, nous avons besoin de partenaires et d'acteurs qui sont efficaces pour le bénéfice de nos populations, parce que des acteurs efficaces fournissent des services innovants. Ils sont capables d'innover. Ils sont capables d'innover et de fournir des services qui vont faciliter la vie des consommateurs, des services qui vont apporter de la valeur ajoutée aux consommateurs. Et donc, cette vision, cette politique de l'État a besoin d'acteurs, comme je l'ai dit, qui pourront aussi de leur côté consentir des investissements, les investissements qui sont nécessaires, qui vont s'appuyer sur les investissements que l'État est en train de faire pour pouvoir justement répondre aux besoins des populations. Nous avons pendant de longs mois entrepris des discussions avec l'opérateur Globmobile dans le cadre du renouvellement de sa licence. Ces discussions, ces échanges ont abouti à un résultat infructueux. Donc, et nous avons notifié à l'opérateur Globmobile l'impossibilité de renouveler sa licence dans ces conditions-là. Donc, comme je le rappelle encore, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'avoir des acteurs, que ce soit les opérateurs mobiles d'ailleurs, ou les fournisseurs d'accès à Internet, ou l'écosystème des entreprises numériques. Dans tous les cas, les Béninois et les Béninoises aujourd'hui qui voient les investissements que l'État fait ont besoin qu'il y ait des entreprises fortes qui puissent aussi consentir des investissements de leur côté, de la créativité, de l'innovation. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut atteindre notre vision d'être la plateforme numérique de la sous-région. Votre gouvernement a le désir de généraliser, de procéder à la généralisation du numérique. Déjà par la formation, mais également par le développement de l'incubation des jeunes qui se lancent justement dans le développement des applications, dans l'offre des services numériques. Comment vous comptez procéder à cela? Et vous allez nous dire aussi ce qu'est devenu en temps l'ABETIC, à qui avait été prescrit le mandat de développer la numérisation, enfin la formation numérique, et qui a commencé par le faire avec des cadres de l'administration et des étudiants. Alors je vais commencer par cette dernière question. L'ABETIC a été transformée en l'ASSI, l'Agence des services et systèmes d'information justement, avec ce mandat donc de développer l'administration intelligente, d'aider à la dématérialisation des procédures et des processus, de mise en place du data center, de la réalisation de l'interconnexion des sites administratifs. Donc c'est l'ABETIC qui est devenue l'ASSI. Tout à fait. Alors, pour en revenir maintenant à votre question relative à la mise en place de l'écosystème numérique,
La mise en place ou l'accompagnement, disons, d'un écosystème numérique efficace ne peut pas être l'apanage d'un seul acteur. C'est une activité ou un volet qui requiert, qui est en fait l'implication de l'ensemble, non seulement des acteurs de notre secteur, du secteur technologique, mais aussi des acteurs relatifs aux autres secteurs qui ne sont pas directement du secteur des technologies. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler de l'éducation, de la santé, du tourisme. Ce n'est que ces secteurs-là qui puissent donner le contenu justement qu'il faut et aussi le besoin en réalité que les startups vont identifier pour répondre à des problèmes précis de ces secteurs. L'économie numérique a cela de passionnant qu'il n'est pas lié à qu'un secteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ACI, l'ADN, le ministère, les autres secteurs, nous sommes tous en fait en train de mettre en place, d'accompagner ces entreprises de l'écosystème numérique afin qu'ils puissent créer justement ces services innovants qui puissent éclore pour ceux qui n'existent, ces entreprises, celles qui n'existent pas encore, et pour celles qui existent, qu'elles puissent prospérer justement. Et nous avons le projet de construire des hubs technologiques. Nous avons, dans le cadre de la coopération, des instances, des entreprises qui ont à cœur aussi de nous accompagner dans la mise en place de ces hubs technologiques. Donc c'est un volet, le volet de développement de l'écosystème, c'est un volet qui concerne bien sûr l'ensemble des secteurs. Alors de manière concrète, les hubs technologiques dont vous parlez vont se présenter comment en fait? Alors de manière concrète, je vais vous dire, il y a quelques semaines, lorsque nous avons tenu l'IT Forum, donc qui est une conférence sur les technologies de l'information et aussi la formation qui est organisée par un magazine qui organise ces forats-là dans différents pays. Lorsque nous avons fait l'IT Forum, j'ai tenu à rencontrer les startups. Ces jeunes, parce qu'il y avait une compétition donc, de création, j'ai tenu à les rencontrer pour les écouter, pour écouter leurs besoins, écouter ce qu'ils attendent justement de tous ces acteurs que je viens d'évoquer. Et j'ai été impressionnée déjà par leur créativité. J'ai été également très heureuse de voir que au niveau de notre pays également, il y a des entreprises, donc ces jeunes pousses, qui sont en train de créer de nouveaux produits, d'imaginer de nouvelles applications pour répondre à des besoins spécifiques dans les secteurs d'activité en dehors du nôtre. Et ce que nous avons convenu, quand je les ai écoutés, c'est qu'ils ont besoin, premièrement, qu'on les aide à mettre en place des structures où ils peuvent venir développer ce talent, en fait. Des structures qui sont, voilà, comme des Fab Labs qui sont équipées, mais plus encore que les Fab Labs, des structures où ils vont venir avoir accès à des formations. Comment on développe un business, comment on fait du marketing également, parce que c'est ça, une entreprise, ce n'est pas l'idée, c'est comment vous la vendez. De véritables centres d'incubation et même d'accélération. Et d'accélération également. Donc, il y a et puis les incubateurs qui existent aujourd'hui, comment on fait pour aussi les accompagner pour en faire des hubs plus grands. Les entreprises en... Mon ignorance, mais j'en connais pas beaucoup au Bénin. Les incubateurs, il y en a. Récemment, alors je ne sais pas si je peux faire de la publicité sur votre plateau, mais récemment, il y a Itri Labs qui a recruté un certain nombre de projets qui sont mis en place par des jeunes. Et donc, ils vont aider justement ces jeunes-là à développer leurs idées, les accompagner à travers des formations, du coaching, pour leur permettre justement de pouvoir vendre ces produits et ces services qu'ils ont imaginés. Donc, il y en a. Dans le domaine de ce développement des startups, on a parlé il y a quelques mois de Semen City, qui devrait être également un centre
d'incubation, de promotion en tout cas de ces startups-là. Qu'en est-il? Où est-ce qu'on en sommes? Vous savez, j'aime beaucoup la référence à la fondation d'une maison qu'on fait, que personne ne voit. Dans le numérique, je pense que c'est l'image qu'il faut garder en tête. Lorsque vous n'entendez rien, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Et pour ce qui est de CMS City, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et récemment, j'ai eu une discussion avec Madame Borna, qui gère ce projet entièrement, parce que c'est un projet qui va au-delà du numérique. C'est un projet transversal. C'est un projet qui va certes s'appuyer sur le numérique, mais qui va valoriser l'éducation, créer une vraie économie du savoir. Et donc, ce projet est en train d'être mis en œuvre de façon engagée, de façon résolue par l'équipe de Madame Borna, en collaboration avec l'ensemble des autres secteurs. Donc, j'ai parlé de l'éducation, du numérique. Et très bientôt, vous allez entendre parler de CMS City. Le forum qui a été annoncé va se tenir sur l'innovation, forum de l'innovation Made in Africa. Et c'est cela. Il y aura des incubateurs, il y aura plus que des incubateurs, justement. C'est un projet à part entière, un projet passionnant pour notre pays et que, j'en suis certaine, nous allons vendre et revendre à travers l'Afrique et à travers le monde. Alors, vous avez l'ambition de généraliser le numérique par l'éducation et par la formation. Je ne sais pas comment ça va se décliner au niveau des centres de formation. Je ne sais pas quel est réellement le plan. C'est quoi le plan du gouvernement? De façon pratique, il y a un projet d'interconnexion des centres de recherche, d'interconnexion des universités, des écoles et lycées. Et on ira même au niveau des écoles primaires. Donc c'est un projet qui va aller par palier et qui va interconnecter l'ensemble, disons, des lieux, des structures relatives à l'éducation et à la formation. C'est également un projet qui va prendre en charge le volet relatif au contenu, les contenus éducatifs, justement, parce qu'il ne sert à rien d'interconnecter si rien ne passe dedans. Tout à fait. Pour les Béninoises et les Béninois qui nous écoutent, cette tuyau, en fait, la fibre optique, c'est un tuyau. Cette tuyau, il faut bien qu'il y ait des choses qui passent dedans. Et donc, ce contenu éducatif dans le cadre de l'éducation, ce contenu doit également être créé. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de contenu en ligne, mais nous avons aussi nos propres contenus à créer également et à mettre à disposition. Déjà dans le cadre du service universel, on a commencé à créer des bibliothèques numériques, donc permettre à certains collèges d'avoir des bibliothèques, mais numériques. Pas des livres physiques, mais une bibliothèque en ligne auxquelles les étudiants et les élèves peuvent avoir accès. Décidément, vous faites beaucoup de choses, mais de manière feutrée. On n'en entend pas assez parler, à part que vous l'évoquez maintenant. Continuez, s'il vous plaît. En fait. Vous savez, tout ce qui fonctionne bien n'a pas besoin de bruit. Mais en revanche, ça mérite d'être bien connu. Les élèves qui bénéficient de ces bibliothèques numériques, je peux vous dire qu'ils en bénéficient, ils en sont heureux et ils les utilisent et cela concourt justement à la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent. Donc, je parlais aussi au niveau du projet relatif à la génération de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Il y a la mise en place des environnements numériques de travail. Donc, le fait de pouvoir un peu dématérialiser aussi l'éducation, non seulement le contenu, mais aussi même la façon dont l'enseignement se fait, en fait. Le fait que l'apprenant puisse avoir le contenu et que l'enseignant aussi ait le même contenu et qu'il y ait une interaction différente. Que l'apprenant chez lui puisse continuer à avoir le contenu, que l'enseignant puisse mettre à disposition du contenu supplémentaire à l'apprenant à distance, que les parents également puissent justement être impliqués dans l'apprentissage de leurs enfants
qu'ils aient accès à certaines informations relatives au parcours scolaire de leurs enfants. Donc, c'est illimité ce qu'on peut faire avec le numérique. Et aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a même des applications, des usages auxquels nous ne pensons pas et qui vont émerger. On a voulu en savoir un peu plus sur le service universel, en fait, pour lequel la BSU-CEP a été créée. On a rencontré son directeur. On va l'écouter et on revient. La BSU-CEP, comme son nom l'indique, est l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Elle est chargée de faire du service universel dans le domaine du numérique. Et faire le service universel, c'est rendre accessible à tous les Béninois, et quelles que soient leurs conditions économiques et financières, quelles que soient leurs conditions technologiques et leur situation géographique, leur rendre accessible les services de communication électronique et de la poste, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet, les services financiers et postaux de base. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je voudrais commencer d'abord par la téléphonie mobile. Il faut reconnaître que aujourd'hui, il y a 7 communes qui ont été fondamentalement impactées. Et il s'agit des communes de Djidja, de Dassa, Glazoué, Savalou, Savé-Ouessé et Tchaourou. Ce sont des communes qui sont situées dans la région centrale du pays, là où il y a beaucoup de collines. Il y a 34 sites de téléphonie mobile qui ont été réalisés pour couvrir 95 000 personnes dans 40 villages. Et ces sites permettent aujourd'hui de sortir, disons, ces villages de l'obscurité en ce qui concerne le numérique et de les ouvrir au reste du monde. En ce qui concerne le volet postal, il y a la modernisation de la Poste du Bénin SA, qui est l'opérateur désigné en matière de service universel de la Poste. Et dans ce cadre, la BSU-CEP a accompagné la Poste au niveau de 2 différents projets. Il y a le projet de centre de traitement du courrier hybride au niveau du centre de tri postal au niveau de l'aéroport. Et ce projet aujourd'hui permet à la Poste d'accompagner ses gros clients et ceux qui sont aussi les grands facturiers, comme la Société béninoise d'énergie électrique et la Société nationale des eaux du Bénin. Donc, disons, ce projet et ce centre de traitement du courrier hybride permet à la Poste d'imprimer et de mettre sous pli de façon automatique 7200 plis l'heure. Le deuxième projet sur lequel nous avons appuyé la Poste, c'est la mise en place des centres d'accès communautaire au TIC. Et ces centres ont été mis en place au niveau des agences postales de Azové, de Waké, de Glazoué et de Malanville. Et ces centres permettent, disons, aux populations environnantes d'avoir accès à la navigation Internet moins chère, à la formation, à l'utilisation de l'Internet et de l'informatique. Et ça permet également à la Poste de moderniser son agence en la mettant plutôt sur les réseaux Internet et de prester les services qu'elle peut prester à Cotonou au niveau de ces différentes agences postales désormais reliées au haut débit. Et en ce qui concerne principalement l'éducation, nous avons pour mission cette année de mettre en place 24 classes numériques au niveau des établissements d'enseignement technique secondaire, des lycées, des collèges et aussi de quelques établissements d'enseignement primaire. Et les perspectives sont encore plus importantes pour les autres années. C'est que d'ici 2021, qu'il n'y ait plus une seule commune au Bénin où il n'y a pas l'Internet, qu'il n'y ait plus un seul village où il n'y a pas la téléphonie mobile avec tout au moins la 3G, voire la 4G. Voilà ce qui est retenu comme mission
pour la SUCEP et nous sommes en train de travailler dans une planification annuelle à atteindre ces objectifs. Un programme très ambitieux, en fait, c'est de procéder au désenclavement numérique 100%, mais avec 80% de couverture du territoire. La question du service universel est une question mondiale. Vous savez, 60% de la population dans le monde est laissée pour compte quand il s'agit de l'Internet. Il y a 60% de personnes qui sont offline. Et ces chiffres montrent à quel point la question du service universel est importante, surtout pour nous, les pays en développement, parce que la majorité de ces personnes qui ne sont pas en ligne sont justement dans nos pays. Et le service universel vient régler un problème, c'est le problème du gap, donc du fossé numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Parce que la problématique principale des zones rurales, c'est que ce ne sont pas des zones qui sont économiquement rentables. En tout cas, dans le modèle économique que nous connaissons traditionnellement par rapport au déploiement des réseaux. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des modèles économiques innovants aussi qui peuvent être mis en œuvre pour régler la question du service, du gap numérique. Alors, l'Agence béninoise des services universels des communications électroniques et de la Poste, comme vous venez de l'écouter, a mis en œuvre plusieurs actions. Et ces actions ont concouru à résorber un tant soit peu ce fossé numérique. 95 000 personnes, on l'a entendu aujourd'hui, ont pu avoir accès donc, à des services de téléphonie et voire donc les services Internet. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Il y a aussi ces centres communautaires qui sont créés parce que dans les modèles économiques, justement, le service universel permet, ou s'oriente vers des centres communautaires pour pouvoir régler ce problème de rentabilité économique. Donc les centres communautaires permettent d'adresser un groupe, disons, voilà, de clients en même temps, parce que les autres modèles qui marchent dans les zones urbaines ne sont pas forcément applicables dans ces zones-là. Merci Madame la Ministre. Instant TNT. Oui, nous allons enfin passer oui, à cette question de la TNT, la télévision numérique terrestre. Nous avons raté une échéance déjà, c'était en 2015. Aujourd'hui, la TNT, une nouvelle échéance approche. Certains pays de la sous-région ont franchi le pas avant le Bénin. Le Bénin aurait pu les devancer, mais comme cela arrive souvent, nous nous sommes fait doubler sur la ligne. Où en est-on? Encore une fois, je vous pose la question. Nous sommes là pour un bilan. La TNT au Bénin aujourd'hui. La télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui est une télévision qui est analogique. Quand on prend la diffusion terrestre, donc la diffusion par les antennes que nous avons connues de tout le temps, donc ces antennes qui sont soit au niveau du toit sous forme de râteau ou soit au niveau de nos télévisions également. Et donc cette télévision est analogique. Ensuite, on est passé aujourd'hui à de la télévision numérique, mais par satellite. Pour que les gens fassent un peu la différence, les distributeurs de télévision pour lesquels on pose des antennes paraboliques au niveau des toits aujourd'hui, pour ne pas en citer, fournissent de la télévision numérique, mais par satellite. Et aujourd'hui, donc, ce que vous évoquez, donc la télévision numérique terrestre, c'est cette télévision qui va être numérique, donc qui aura la qualité de la télévision, ou même plus d'ailleurs, de la télévision que nous voyons par satellite, mais que l'on pourra recevoir sans avoir besoin de poser une antenne parabolique sur le toit, que nous pourrons recevoir avec des antennes qu'on appelle des antennes terrestres. Donc, cette télévision numérique terrestre doit être mise en place à travers un réseau d'émetteurs terrestres
qui permettent à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans notre pays, de pouvoir avoir accès à des images de qualité. Qui peuvent même être de qualité supérieure à ce que, comme je l'ai dit, on reçoit sur la télévision numérique par satellite. Alors, où est-ce qu'on en est? Avant cela, nous avons déjà de la télévision numérique par satellite. Mais nous voulons quand même avoir de la télévision numérique terrestre. Pourquoi faut-il aller vers la télévision numérique terrestre alors que nous avons déjà de la possibilité d'avoir de la télévision numérique par satellite et en ce moment-là, je pense que l'intégralité du territoire est déjà couverte par la télévision numérique par satellite. Alors, c'est à ce niveau-là, c'est votre dernière assertion qui répond au pourquoi, à la question que vous avez posée. Non, tout le monde n'a pas accès à la télévision numérique par satellite. Parce que cela a un coût déjà, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un abonnement justement à de la télévision numérique par satellite, et aussi parce que, chose très importante qu'on occulte souvent quand on parle de TNT, le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions analogiques ne sont pas toutes sur les bouquets de ces diffuseurs qui diffusent par satellite. C'est vrai. Voilà. Et avec la télévision numérique numérique terrestre, ce qui va se passer, c'est que nos télédiffuseurs aujourd'hui vont retrouver leur contenu dans des bouquets qui seront distribués sur tout le territoire national. Donc une chaîne qui émet par exemple par à-coup sera multiplexée, donc sera mis dans le bouquet, diffusé sur tout le territoire national. Les populations qui se trouvent à Nati Tengu pourront le recevoir. Il y aura bien sûr la possibilité d'avoir des chaînes régionales aussi, mais tout ça en fait se fera dans le réseau terrestre. Donc la télévision numérique terrestre est une nécessité, et c'est au-delà de la nécessité, c'est aussi un engagement que nous avons pris à travers l'accord de Genève 2006. Au cours de cette conférence de Genève 2006, les États se sont engagés à faire ce passage au numérique à une échéance qui était à juin 2015, l'échéance que vous avez mentionnée tout à l'heure comme étant une échéance ratée. Alors, quand vous regardez de 2006 à 2015, les États disposaient de 9 ans pour faire leur transition numérique. Ça veut dire qu'en 9 ans, il aurait fallu mettre en place le réseau d'émetteurs terrestres, commencer l'émission de la télévision numérique en parallèle, en dual cast, donc en simultané, voilà, avec la télévision analogique terrestre, et progressivement éteindre la télévision analogique terrestre pour rester en full numérique. 9 ans. Eh bien, imaginez-vous que nous, depuis 2016 jusqu'à maintenant, 2018, et très bientôt, dans quelques mois, nous aurons terminé la mise en place de ce réseau terrestre. Nous aurons la diffusion par la diffusion numérique, la télévision numérique disponible pour l'ensemble de la population béninoise en 2 ans. Donc, ce qu'il aurait fallu faire en 9 ans, nous sommes en train de le faire en 2 ans. Et quand vous me demandez où est-ce qu'on en est, aujourd'hui, on en est au fait que nous avons terminé l'installation des 4 premiers sites de ce qu'on appelle la sous-plaque méridionale, parce que vous savez très certainement que le Bénin a fait le choix de mettre en place la TNT à travers 4 sous-plaques qui en fait sont 4 zones de façon simplifiée. Et la première zone, donc cette sous-plaque méridionale, comprend 4 sites. Le site de Cotonou, le site d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi étant la tête de réseau, le site de Porto Novo et le site de Gbehoué. Donc ces 4 sites constituent la sous-plaque méridionale. Et en gros, aujourd'hui,
de la frontière, des deux frontières, donc Nigeria-Togo, jusqu'au niveau de Alada. Ces 4 sites permettent de couvrir toute cette zone-là. Les derniers tests sont en cours, sont en train d'être finalisés, et lorsque ces tests seront finalisés, cela veut dire que les émissions de la TNT seront disponibles. Donc nous sommes avancés, nous avançons vite, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallélisme avec les 9 ans. Ça veut dire, si on devait faire 9 ans, ça veut dire que si on a commencé en 2016, on aurait pu finir en 2025, n'est-ce pas? Mais nous allons le faire plus tôt que ça, parce que nous savons les bénéfices, justement, pour l'ensemble de la population, pour cette TNT. Et une fois que le réseau terrestre sera mis en place, il aura très certainement des zones qu'on appelle des zones blanches de la télévision numérique, parce que un émetteur émet selon un certain rayonnement, un diagramme de rayonnement. Il y aura donc des zones qui vont, disons, échapper aux différents rayonnements. Et ces zones-là, nous allons les couvrir avec ce qu'on appelle le DTH, donc, qui est la fourniture du service TNT par satellite, donc directement chez les usagers. Et à terme, on aura 100% de couverture pour la télévision numérique. William, encore une question sur la TNT. Oui, nous avons beaucoup entendu parler de sociétés de diffusion, d'opérateurs de diffusion. Qu'est-ce que c'est que tout ça et quelle est la place des télévisions privées dans l'évolution du processus à l'heure actuelle? Alors là, c'est une question effectivement qui va me permettre de clarifier justement ce que la loi a mis en place ou a identifié comme acteur de la radiodiffusion numérique. Il y a la société... Il y a dans la chaîne de valeur, disons, de la TNT, la société de diffusion. La société de diffusion est cette société qui, en fait, va prendre les différents contenus et qui va diffuser pour ensuite que la réception puisse se faire au niveau de la population. Donc, c'est le rôle de l'opérateur de diffusion. Et la loi a prescrit que le premier opérateur de diffusion doit être une société à capital mixte. Ensuite, à part l'opérateur de diffusion, il y a les distributeurs. J'aurais peut-être dû commencer par l'autre bout, les éditeurs. Les éditeurs, en fait, de contenu, de programme, sont ceux qui créent le contenu, justement, et qui ont leur programme de production. Donc, ils produisent, encore qu'on peut avoir des producteurs qui vendent leur programme, enfin leur production, justement, aux éditeurs. Et les éditeurs, donc, créent une programmation qu'ils peuvent ensuite vendre à des distributeurs, mettre à disposition de distributeurs. Les distributeurs, eux, ils vont agréger justement plusieurs offres et mettre maintenant à la disposition du diffuseur, de l'opérateur de diffusion qui va diffuser. Donc, c'est aussi ça l'avantage de la TNT, c'est que ça vient améliorer ou ouvrir la chaîne de valeur en fait relative à la télévision et créer de nouveaux métiers qui n'existaient pas, avec la possibilité l'opportunité de permettre une spécialisation à l'un ou l'autre bout de cette chaîne de valeur et une création de valeur plus importante. On a compris qu'au bout de 2 ans, vous avez fait beaucoup de travail de soubassement, de fondation, de réforme, de réorganisation du secteur, de redéfinition des rôles de chaque acteur, de création de structures opérationnelles efficaces pour atteindre vos résultats. Et les résultats, vous en avez annoncé, surtout en termes de qualité de service et de coûts compétitifs, ça intéresse beaucoup les acteurs. Et si on finissait par un dernier mot qu'on va vous laisser, l'honneur d'officier, en adressant quand même un mot aux start-upers, aux créateurs, aux développeurs d'applications de sociétés dynamiques dans le secteur numérique. On n'en a pas beaucoup parlé et ce qu'éventuellement le PAG leur réserve pour finir.
pour aborder la question des startups, je vais aborder un point qu'on n'a pas évoqué ici parce que, effectivement, ça ne fait pas partie d'un projet phare spécifique. Mais cela va se refléter à travers la mise en œuvre, la réalisation de nos projets. Et cela se reflète très clairement dans la vision. C'est le rayonnement de notre pays sur le plan de l'économie numérique. Quand on dit qu'on veut être la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest, vous comprenez bien qu'il faut un certain rayonnement dans la sous-région et même au-delà pour pouvoir être cette plateforme pour la sous-région. La question du rayonnement est importante pour les startups. Pourquoi? Parce que ces startups ne s'adressent pas qu'au public qui vit au Bénin. Leur marché n'est pas que le Bénin. Absolument. Et pour permettre un accompagnement le plus adéquat et je vais dire qui va booster, qui va vraiment accélérer les choses pour ces startups, il faut que notre pays, et c'est ce que nous sommes en train de faire, se positionne, rayonne dans sa sous-région, dans sa région. Vous avez très certainement entendu parler de ce réseau des ministres de l'économie numérique de l'Organisation internationale de la francophonie que nous allons œuvrer pour mettre en place. Nous avons également, dans le cadre de notre coopération, des partenariats que nous sommes en train de mettre en place avec des pays, avec des organisations, pour créer justement un écosystème qui va permettre à nos startups d'avoir de la visibilité. Pour une entreprise numérique, pour une jeune pousse, la visibilité compte beaucoup. Et donc, à travers ce rayonnement que nous sommes en train d'avoir d'ailleurs, parce que beaucoup de gens, quand je vais à l'extérieur, beaucoup de gens connaissent nos projets. Beaucoup de personnes savent aujourd'hui que nous avons un code du numérique qui est complet et qui nous sort un peu du concert des nations dans notre sous-région. Donc cette visibilité est d'or pour l'écosystème relatif aux startups dans notre pays. Ce que nous avons pour eux, c'est nos projets phares d'abord, parce que les projets phares relatifs au e-commerce, celui relatif aux contenus locaux, celui relatif au Smart Gouv, ce sont 3 projets phares qui vont vraiment révéler justement l'écosystème numérique. Nous avons aussi des programmes, je l'avais dit tantôt, pour former justement ces startups-là, les aider, les accompagner à éclore et à prospérer plus rapidement à travers les incubateurs, les accélérateurs. Nous sommes en train d'examiner les différentes politiques publiques à mettre en place pour les propulser justement. Donc, je voudrais leur dire que le PAG, justement, le programme d'action du gouvernement, est pour eux. Ils doivent être les premiers à savoir exactement les projets qui sont listés dans ce PAG. Parce que c'est sur ces projets qu'il faut qu'ils se positionnent. C'est sur ces projets qu'il faut qu'ils développent les compétences numériques. On a parlé de la cybersécurité. Il faut qu'ils sachent aussi que tous les services qui vont fournir, les services numériques qui vont fournir, doivent concourir à poser les bases de cette sécurité numérique. L'économie numérique a pour principe de base la confiance numérique. Et donc, ces startups doivent aussi s'inscrire dans cette vision-là également. Donc, le champ des possibles est ouvert pour les startups, autant qu'il l'est pour chacun de nous, pour chaque Béninois et chaque Béninoise. Et le ministère de l'économie numérique et de la communication s'attelle chaque jour à opérationnaliser, à rendre réelle cette vision du chef de l'État qui est de faire de notre pays, du Bénin, la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance. L'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. On a parlé du service universel tout à l'heure, à l'horizon 2021. Et nous avons avancé et nous ne nous arrêterons pas là. Le ministère de l'économie numérique ne s'occupe pas que de cela, mais aussi de la communication.
les rapports avec les journalistes depuis que vous êtes à la manette? Effectivement, c'est le ministère de la Communication aussi, donc des médias. Nous nous occupons du volet relatif à la politique des médias. Et au mois de janvier, fin janvier, j'ai fait la visite d'un certain nombre d'organes de presse, et presse aussi bien écrite qu'audiovisuelle. Et j'ai été vraiment impressionnée par le dynamisme de notre secteur des médias. Il y a beaucoup de choses qui se font pour valoriser nos identités culturelles, pour valoriser nos langues, valoriser aussi ce que nous avons à offrir en termes d'entreprise. J'ai vu, je ne vais pas en citer très certainement, mais j'ai vu des projets aussi qui sont en cours justement pour mettre en lumière ces jeunes qui innovent. Donc notre secteur des médias est très dynamique aujourd'hui dans notre pays. Et le numérique va également booster ce secteur pleinement. Le booste déjà. Merci beaucoup à vous, Madame la ministre en charge de l'économie numérique et de la communication, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Avec vous, on a parcouru les différentes actions que vous avez menées pour faire aboutir la grande ambition, le grand rêve numérique du gouvernement de Patrice Talon. C'est en compagnie de James William Gbagidi d'Eden TV. Ça a été un plaisir. On vous donne rendez-vous mi-2018 déjà pour les premiers résultats annoncés par rapport au déploiement de la fibre et puis 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre.